Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous pour votre journal de ce lundi 9 juin. Tout de suite, voici les principales informations que nous allons développer. 15 000 nautiques ou bien 30 000 nautiques. Le futur zonage côtier pour les bateaux de pêche ne fait pas l'unanimité dans tous les archipels. On vous en dit plus au début de cette édition. Le sommet des océans a débuté à Nice par une grande annonce. La plus grande aire marine protégée du monde va voir le jour en Polynésie française, près d'1 million de kilomètres carrés placés sous protection stricte. On va parler de cette annonce et de ce qu'elle a engendré avec le sénateur Tevaro Fritsch. Lundi prochain, une conférence sur les violences faites aux femmes sera donnée à l'initiative de la Cour d'appel et du barreau de Papeete. Des spécialistes parleront du contrôle coercitif, de l'emprise économique et de bien d'autres sujets. Maître Guillaume Barbe, avocat au barreau de Paris et membre du groupe d'experts sur la lutte contre la violence à l'égard des femmes et la violence domestique, est avec nous pour en parler. De jeunes rugbymen wallisiens sont au Fénois pour quelques jours. Ils ont été invités par le Papeete Rugby Club pour un échange sportif et culturel. Et puis rencontre à la fin de cette édition avec Haurani Chan, 19 ans, élue samedi soir Miss Dragon 2025. La jeune passionnée d'art vit à Moorea. Merci d'être avec nous. La redéfinition des zones de pêche annoncée par Moetai Broderson ne fait pas l'unanimité. Le président du pays souhaite un zonage côtier fixé entre 15 000 et 30 000 nautiques. Les thoniers pêcheraient au-delà de cette limite, les potimarara à l'intérieur. Chacun défend l'étendue de sa zone, mais rien n'est encore fixé. Les explications de Nicolas Suire et Mirko Vanfou. La limite des zones de pêche, c'est un sujet tendu, car thoniers et potimarara se disputent une ressource qui s'est raréfiée. Le poisson est parfois très loin des côtes et parfois très près, mais tous le veulent. Le président Moetai Broderson projette d'autoriser une augmentation des limites pour les potimarara des îles de la Société à 30 nautiques de la côte au lieu de 15. Une nouvelle plutôt bien accueillie par certains pêcheurs. On avait demandé les 50 nautiques, mais pour nous c'est une bonne chose parce qu'aujourd'hui, tout thonier qui sera par exemple, quand ça sera acté, c'est pas encore définitif, hein, tout thonier qui sera pris avec ses nylons, longline à l'intérieur des 30 nautiques sera sanctionné. Les thoniers, ils ont 200 nautiques et ils veulent venir près des côtes parce qu'il y a des mois où il n'y a pas de poissons dehors, les poissons se rapprochent des côtes et donc ils veulent venir pêcher les poissons près des côtes. Et c'est là où on n'est pas d'accord. C'est l'occasion pour les pêcheurs côtiers d'avoir du poisson près des côtes. Dans les autres archipels, la limite reste à 15 nautiques. La nouvelle n'est pas appréciée, au moins par le maire de Nukuhiva. Finalement, hier soir, on était étonnés de savoir que le président a annoncé 15 000 nautiques. C'est pour ça qu'on est un peu déçus de cette annonce, parce que c'est quand même un dossier qui souffre depuis plus de 10 ans. Le projet ne semble pas encore arrêté. Chacun tentera donc d'influencer plus encore le président du pays à son retour. Ce lundi, Emmanuel Macron a officiellement ouvert le sommet des océans à Nice. Dans son discours d'ouverture, il a annoncé la ratification du traité sur la haute mer et son opposition à l'exploitation des grands fonds marins. Il a cité l'océan Indien suite au ravage des cyclones et a salué l'action de la Polynésie qui va créer une aire marine protégée de près d'1 million de kilomètres carrés. Écoutez cet extrait. Plus de 30% de notre zone économique exclusive est d'ores et déjà protégée. Nous en sommes fiers. Mais nous allons plus loin. La Polynésie française vient de réaliser une première grande annonce. Plus de 4 millions de kilomètres carrés nouveaux sont désormais protégés, dont 900 000 kilomètres carrés en protection forte. Et nous allons faire plus dans le dialogue et la concertation, travaillant à renforcer des actions de protection avec certains de nos grands voisins dans nos territoires d'outre-mer. Nous allons désormais classer les écosystèmes les plus sensibles, comme les posidonies, les canyons, en protection forte. Les activités humaines seront donc davantage encadrées, certaines interdites. Les techniques de pêche comme le chalut de fond, mais aussi toutes les activités minières, seront dans ces zones qui ont été cartographiées sur une base scientifique, concertée avec nos pêcheurs. Ces zones seront données, ce qui nous permettra de faire plus que doubler le niveau de notre protection forte dans notre zone économique exclusive.
Et le sommet des Nations Unies sur les océans a donc débuté. Ce sera toute cette semaine à Nice. Il a débuté avec 7 annonces dans la quasi-totalité de la zone économique exclusive polynésienne, soit 4,55 millions de kilomètres carrés, va être placée sous protection minimale, tandis qu'une partie de cette zone, vous venez de l'entendre, 900 000 kilomètres carrés, sera reconnue en protection dite stricte, où toute activité est interdite. Nous sommes en direct avec le sénateur polynésien Tevaro Fritsch. Bonjour, vous êtes dans l'Hexagone, monsieur le sénateur. Comment a été accueillie cette annonce sur place? Alors, bonjour et merci de m'accueillir ce matin pour nous. La Polynésie est au cœur de l'UNOC au cours de ce sommet international et je pense que c'est une bonne chose pour que l'on sache ce que nous pratiquons depuis, ce que les Polynésiens pratiquent depuis des millénaires et ce que nous réalisons depuis plus de 25 ans en Polynésie française, c'est-à-dire interdire toute pêche au chalut, à la Seine. Il n'y a plus d'accord de pêche avec des flottilles étrangères. Depuis 25 ans, nous protégeons les mammifères marins, les requins, les tortues. Il y a donc une tradition de la protection de l'océan qui est ancrée dans notre culture polynésienne et je suis ravi qu'elle soit reconnue aujourd'hui à Nice et merci au président Macron pour cela. Nos enfants de Bora Bora notamment ont pu parler des aires marines éducatives et présenter leurs travaux. Il y a donc et puis nous parlons aussi du rahui, de l'énergie, de la climatisation par eau profonde, en tout cas de toutes ces solutions, de ces innovations qui sont nées dans nos lagons, qui sont nées dans notre océan Pacifique polynésien. Je crois que ça c'est une bonne chose et en tout cas le monde sait aujourd'hui combien notre peuple polynésien, combien nos populations sont attachées à notre océan et ont pris des initiatives depuis longtemps. Rapidement, voilà, monsieur le sénateur, très rapidement, hein, quels sont les autres gros sujets que vous allez évoquer lors de cet événement? On a eu l'aire marine protégée, là, cette annonce. Un autre gros sujet, par exemple, rapidement. Mais rapidement, moi, ce que je déplore, c'est que le président Broderson n'ait pas fait les consultations nécessaires avant ces annonces. On le voit bien sur le débat sur les 30 000 ou les 15 000. Ça fait un petit peu tache d'huile sur, on va dire, par rapport à tout ce qui a été annoncé et justement sur cette tradition de protection de l'océan polynésienne. Je trouve dommage que l'on n'ait pas consulté avant de venir à Nice suffisamment nos pêcheurs, notre population marquisienne qui s'est positionnée depuis longtemps aussi avec ses demandes, nos Hakaiki. Voilà, j'espère que dès son retour, le président va consulter nos Polynésiens parce que moi, par exemple, je rappelle aussi ici qu'il est bon d'avoir cette protection mondiale, mais il est important aussi qu'en Europe, le long de l'hexagone, des façades atlantiques, méditerranéennes de l'hexagone, on fasse ces protections également, pas simplement en outre-mer, et puis qu'il y a des peuples de l'océan qui sont les gardiens de l'océan que nous sommes, et qui traverse les millénaires en fusion avec cette nature. C'est bien qu'il soit reconnu, mais il faut rappeler que cet océan n'est pas désert et que nous avons besoin de vivre aussi au plus proche de notre océan. Merci beaucoup Tevaro Fritsch, sénateur polynésien. Je rappelle que vous êtes actuellement à Nice donc pour le sommet des océans. Merci et bonsoir à toute la Polynésie. C'est un lieu emblématique visité par des milliers de Polynésiens passés par Las Vegas aux États-Unis. Les fontaines d'eau du célèbre hôtel Bellagio. Une fusillade a éclaté devant les jets. Dimanche soir, peu avant 23 h, un homme a ouvert le feu et a tué 2 personnes. Un suspect a été arrêté quelques heures plus tard. Ce 9 juin 2025 coïncide avec le lundi de Pentecôte, un jour férié né dans la tradition chrétienne qui commémore la descente du Saint-Esprit sur les apôtres 50 jours après Pâques. Plusieurs confessions religieuses ont célébré leur culte ce matin à cette occasion, dont notamment les pentecôtistes de Travot. Écoutez Eugène Lemaire, président du mouvement des associations de Dieu de Polynésie française, au micro de Nicolas Suir et Mirko Vonfo. C'est là aussi que tout a commencé aussi lorsqu'on étudie la parole de Dieu, l'effusion du Saint-Esprit qui a permis à l'Église de se répandre, de répandre la bonne nouvelle de Christ au monde entier en fait, à toutes les nations en fait. Et ça a démarré justement le jour de la Pentecôte où les 120, ça a commencé avec 120 disciples qui étaient justement dans la chambre haute, remplis du Saint-Esprit et puis qui ont été ces témoins qui ont quitté leur pays pour pouvoir toucher le monde entier. Et c'est toutes les nations aujourd'hui qui sont en bénéfice de cette action de Dieu.
Lundi prochain, le 16 juin, dans une semaine, la Cour d'appel et le barreau de Papeete organisent une conférence sur les violences faites aux femmes. Gwenola Jolie-Cause, première présidente de la Cour d'appel de Papeete, et maître Guillaume Barbe, avocat au barreau de Paris, parleront notamment des violences conjugales, des violences économiques ou intrafamiliales. Le sujet est vaste et justement Guillaume Barbe est avec nous pour en parler. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, je l'ai dit, lundi prochain, une conférence, ce sera sur les violences faites aux femmes. Mais dans quel contexte exactement ces violences? Alors, bonsoir à vous, bonsoir à Polynésie, merci de me recevoir. Il faut savoir que le couple est le premier lieu d'insécurité pour les femmes. C'est-à-dire que ce lieu d'intimité qui doit être le lieu de la sécurité est en réalité l'exact contraire, et donc il faut lutter massivement contre les violences conjugales, qui sont des violences faites aux femmes, puisque ce sont des violences genrées. Et il y a des facteurs aggravants outre-mer, avec de la précarité, avec de l'interconnaissance, puisque quand on se connaît, c'est plus compliqué de dénoncer. Il y a un poids culturel et éducatif et des addictions qui font que ça crée des difficultés supplémentaires et partout dans les Outre-mer. Mais vous avez aussi de la chance, puisque vous avez depuis janvier 2025 une première présidente de cour d'appel qui est une femme extraordinaire, qui luttait déjà de manière fantastique contre les violences faites aux femmes et les violences conjugales en métropole, qui porte ce combat ici. Et vous bénéficiez en plus à la fois de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et donc d'un état de droit qui permet de lutter efficacement contre les violences conjugales. J'aimerais qu'on parle d'un terme que vous utilisez et que vous allez évoquer pendant cette conférence, c'est le contrôle coercitif. C'est un terme que l'on entend souvent, contrôle coercitif, mais on a peut-être un peu du mal à l'imager. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est? Oui, bien sûr. Les violences contre les femmes, elles sont multiples. Physiques, évidemment, c'est les premières auxquelles on pense, sexuelles, cyber, avec l'informatique, on voit des choses complètement incroyables, économiques, sociales, administratives, judiciaires quelquefois, et on s'est rendu compte qu'il était, par moments, très difficile, quand il y avait un continuum d'attitudes, de qualifier tout ce qui correspondait à du contrôle. Et c'est cette expression de contrôle coercitif qui permet de qualifier une attitude d'un mari contrôlant, en général, dans le couple, avec des actes quotidiens qui font que la liberté de l'autre est contrainte, limitée. Liberté sociale, en réalité liberté fondamentale, liberté de sortir, liberté de s'habiller. Et ces petites contraintes du quotidien qu'on ne sait pas forcément qualifier pénalement, quand on les regarde toutes ensemble, ça fait du contrôle coercitif. Peut-être que dans beaucoup de couples polynésiens, il y a plus de contrôle coercitif qu'on ne le pense alors. Peut-être. Ah, il y en a beaucoup plus partout. Ce qui est intéressant, c'est de permettre de comprendre ce que c'est pour que les services d'enquête, les services de répression puissent poursuivre et surtout pour qu'on soit en permanence dans un état de droit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'impunité. On sait qu'on ne peut pas contraindre les femmes à avoir l'attitude qu'on souhaite, la liberté de l'autre, de fonctionner, de vivre, de s'habiller comme il veut, comme elle veut, de sortir quand elle veut. C'est une liberté fondamentale. Ce sera donc abordé lundi prochain lors d'une conférence donc, sur les violences faites aux femmes, une conférence que vous allez donner, Guillaume Barbe, avec Gwenola Jolie-Cause, donc lundi prochain. À l'université, à 16h. 16h à 18h. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Quand le rugby resserre les liens, c'est le cas du Papeete Rugby Club et du club de Laioné de Wallis et Futuna. Les joueurs de moins de 12 ans ont été invités par l'équipe de Tahiti pour disputer notamment des matchs amicaux, mais aussi pour découvrir notre destination. Ismaël Tahiata et Patrick Sinsing étaient à l'Acrobranche avec eux aujourd'hui. Une mêlée non pas pour prendre l'avantage, mais pour mieux entendre les consignes de sécurité. Car ici, tout ne tient qu'à un câble. T'as pas de peur? Un peu. J'ai juste peur de tomber. Il n'y a pas de parc là-bas chez nous à Wallis. Ça fait qu'on profite de venir un peu faire visiter les enfants et
faire aussi le parcours du parc. Mais ils sont contents aussi de venir ici. La sécurité est optimale, impossible de rater l'atterrissage et en l'espace de quelques secondes, se sentir libre comme un oiseau. Ça a plu aux enfants, c'est une autre découverte pour nos enfants parce que Wallis, c'est pas une grande île, c'est une toute petite île. Du coup, c'est très grand et avec en voiture, ils sont très fatigués des fois. Fatigués mais heureux d'avoir participé à ce voyage. Des échanges, des matchs et surtout des souvenirs gravés à jamais dans leur mémoire. On est allé baigner à la rivière hier, on est parti, on a joué ce samedi contre le club de Papeete et d'autres clubs. Et on est parti se promener et on a fait plein de choses. Le match était bien, on a bien joué et voilà. On est très contents d'avoir gagné. Même s'ils sont loin des yeux, les familles de Wallis et Futuna restent toujours près du cœur. En fait, on fait des directs parce qu'on a des parents qui sont restés sur Wallis. On ne les oublie pas. Et surtout, on n'oublie pas aussi le coach qui les a soutenus depuis le début de l'année. Et là, on le remercie du fond du cœur. Ce soir, les enfants ont rendez-vous au manège, des distractions qui ne manqueront pas d'éblouir leurs yeux d'enfants. Elle a été élue samedi soir. Hourani Shan, 19 ans, est la nouvelle Miss Dragon, désignée il y a moins de 48 heures devant près de 2000 personnes. La jeune femme est artiste peintre et surtout, elle parle le mandarin. Ça a forcément pesé dans les choix du jury. Mélissa Chang et Jérôme Lee l'ont rencontrée en toute intimité chez elle, à Moorea. Aïe, c'est la joie. Lundi joie. Je n'ai pas dormi ce soir jusqu'au matin. Je suis tellement heureuse. De la fierté et de l'amour se lisent dans les yeux de la grand-mère de Miss Dragon 2025. Sa détermination à décrocher la couronne, Hourani Shan, 19 ans, l'appuie auprès de sa famille, de Moorea et de Tahiti. Quand elle était petite, je lui ai toujours dit « tu seras une Miss Dragon ». Et je l'ai toujours dit jusqu'à qu'elle soit là, maintenant. Après, quand elle a été Miss Dragon, et puis j'ai été la féliciter, elle me dit « T'as vu maman, je suis ta Miss Dragon maintenant ». Je suis contente. Hourani Shan est une artiste accomplie, passionnée de dessin depuis l'âge de 3 ans. Son enfance a été bercée par l'art et les mangas japonais. Alors sur scène, sans aucune hésitation, un dragon a pris forme sous le pinceau de la nouvelle reine de beauté de la communauté chinoise. À mesure des passages, je prenais confiance en moi et je voyais que ma famille aussi était là derrière moi. Et le talent show, je me suis dit que je ne pourrais jamais le rater parce que le dessin, c'est toute ma vie. Donc je savais ce que je devais faire et il n'y avait plus qu'à être soi-même et tout donner. De nature joyeuse mais réservée, Hourani Shan s'est découverte d'autres qualités grâce à cette élection. J'étais impressionnée par la femme qu'elle est devenue. Quand je l'ai vue sur scène, elle était vraiment confiante, forte. Elle a eu le courage de faire cette élection. Elle était sincère en fait, c'est ça que j'ai beaucoup aimé parce qu'elle répondait de manière sincère, honnête et la Hourani que j'ai vue lors de Miss Dragon, c'est la Hourani que je connaissais en fait. Voici votre nouvelle Miss Dragon. Actuellement en 2e année de licence en design au lycée Samuel Raapoto, Miss Dragon 2025 envisage de rejoindre d'ici 2 ans les Beaux-Arts en métropole. L'information principale de ce lundi 9 juin, les limites des zones de pêche, un sujet tendu et qui ne fait pas consensus. Le président Moetai Broderson veut modifier le zonage, notamment pour les îles de la Société. Les Potimarara seraient autorisés à pêcher jusqu'à 30 000 nautiques. Aux Marquises, ce serait 15 000 nautiques pour les limites des thoniers. Mais ça se discute encore sur les distances et les règles à établir. Sur notre site Internet, 91% des plastiques des plages à Hawaï sont enfouis dans le sable. C'est ce que nous révèle une étude scientifique internationale. Pour en savoir davantage, ça se passe donc sur le web. L'invité café demain, le docteur Julien Brou, directeur du Centre de transfusion sanguine, viendra nous parler de la gestion du CTS tout au long de l'année et de ses principaux besoins. Sur vos écrans, après ce journal, Brokenwood Mysteries, puis le film Le Caire confidentiel. C'est la fin de ce journal. Merci de
votre fidélité. Passez une très belle soirée. On se quitte avec ce clip des élèves de Bora Bora sur l'océan. À demain et prenez bien soin de vous. Chérissons ce bien qu'on a hérité, nous, enfants de l'océan, nous nous engageons à le protéger. Les poissons font partie de nos vies et la surpêche les détruit, facilitant leur pollution en mettant des règlements. Chacune de nos actions sur terre aura un impact dans la mer. Stop à la bouée au plastique, vive les coraux et... Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.